Bonsoir, bienvenue dans le 19h Sport de la place du village en direct, 19h19. Merci de nous retrouver comme chaque soir dans cette émission avec bien entendu du sport, de la glisse. Surtout, on va retrouver notre consultant de glisse, Marc Garcia. On va donc le retrouver dans quelques instants. Il va tout nous dire justement sur les derniers résultats de la glisse. Également, vous pouvez donc lui poser vos questions en direct sur Facebook, sur YouTube et Twitch. N'hésitez pas à le faire et on répondra à toutes vos questions. Allez, tout de suite, justement, on va retrouver notre cher Marc. Bah oui, on est toujours très heureux de le retrouver pour nous parler de la glisse ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Ah, tout marche bien Marc. Hein. Tout nickel, voilà, Oui, ce soir. Ah oui, cette semaine, avec la météo, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir faire des fois certaines séquences. Mais là, ce soir, ce vendredi, on a bien entendu Marc depuis Megève. Marc, on va parler des derniers résultats de la glisse. Oui, exactement, le slalom de Madonna qui a eu lieu avant-hier en nocturne avec une belle victoire Clément Noël et enfin un podium 1 Clément Noël, 3 Paco Raça, donc c'était avec le Finlandais au milieu. Un slalom particulier à Madonna di Campiglio qui est quand même une grande classique, hein, ça s'appelle la Coupe du Monde, la Très-Très, ça s'appelle Très-Très 33. Donc c'est une épreuve qui en général, historiquement, sourit assez bien aux Français. Ah, donc de bons résultats. Ah bah oui, pour déjà le podium à 2 et la victoire de Clément, oui, il y a toute raison d'être entièrement satisfait. Alors, on va commencer justement, avant de parler de Clément Noël, on va le retrouver tout à l'heure, il parcourra ça en vidéo avec des interviews faites par la Fédération française de ski. On va quand même parler ce soir de... non, pas celui, c'est pas Corazza, pas tout de suite, pas de Clément Noël non plus, on va plutôt parler de Antoine Azolin quand même, qui a terminé 16e. Oui, alors si vous le permettez, avant qu'on attaque Antoine Azolin, je voudrais qu'on ait évidemment une pensée, puisque c'était un peu jour national, jour de deuil Oui. en Suisse. Nous sommes dans le domaine de la montagne et Grand Montana en fait partie. Je pense que le monde entier a été sous le choc et a été traumatisé, donc une grande pensée pour toutes les familles qui ont subi cette terrible nouvelle. En tout cas, il n'y avait pas de mots, il y avait une cérémonie assez prenante, on en a parlé entre nous. Oui. Donc, surtout une grande pensée pour toutes ces victimes et toutes ces familles. Ça, c'est le plus important pour nous tous. Le monde du Voilà, ski est aussi évidemment très, très, très touché. voilà. Oui, c'est vrai que voilà, du côté de Grand Montana, hein, on a pu suivre aujourd'hui hein, sur les télévisions nationales la cérémonie hein, qui s'est déroulée, qui a été très poignante. Hein, j'ai trouvé quand même, voilà, on était vraiment très sobre, mais vraiment très poignante quand même. Hein. Ouais, des très belles personnes qui ont parlé. Très émouvant pour tout le monde. Et encore une fois, on est en soutien pour eux parce que pour ceux qui sont encore là et qui sont blessés, ça va être un long chemin de souffrance et de réhabilitation, je dirais. Donc vraiment une grande pensée pour toutes ces familles. Voilà, merci Marc pour ces pensées. On va revenir justement aussi Ouais, également quand même, hein, le monde du sport continue ouais. ce soir avec justement ces résultats d'Antoine Azolin qui a terminé 16e de la Coupe du Monde qui s'est déroulée. Ouais, alors Zouz, on le surnomme Zouz parce que c'est Ah oui, Zouz. pareil, ça vient du papa, en fait, du papa. Ah, Mongolin surnommé Zouz, le papa qui était le kinésithérapeute de Luc Alphand à la grande époque, hein, quand Luc a gagné le classement général de la Coupe du Monde, mais aussi de la descente et du supergéant. Donc surnommé Zouz, et moi je pense que légitimement, ça se transmet de père en fils. Ça faisait un moment, on l'attendait. Il avait gagné des Coupes d'Europe depuis un an ou deux. Il était toujours placé en Coupe d'Europe. On attendait le résultat qu'il mérite. Et enfin, à Madonna, sur cette piste assez particulière, avec un tracé, on va dire, plutôt marrant pour nous, les slalomeurs purs. En tout cas, je suis très content pour lui. C'est un grand gabarit aussi, hein, Zouz. hmm. Et enfin, depuis le temps qu'il courait après cette qualif en deuxième manche, mais surtout être dans les 20 meilleurs, c'est tout, comme on dit, tout bénef et tout bien pour le moral pour lui. Voilà, on va retrouver justement cette interview audio réalisée par la Fédération française de ski Allez, on écoute. dans quelques instants.
Antoine, tes premiers pas en Coupe du Monde avec la place du meilleur jeune, un peu une victoire de Clément, podium français avec Paco. C'est une belle soirée. Bah déjà pour moi ouais, c'est une soirée formidable, mais que l'ambiance collective et tout ça, le fait que ce soit en nocturne, c'est juste tout rend le moment encore plus magique. Donc c'est vraiment une soirée fantastique. On sait que tu skis vite à l'entraînement et enfin ça passe en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu as mis en place peut-être de plus aujourd'hui sur ce slalom de Madonna ? Les 2 dernières courses, je suis passé pas loin, donc on va dire que l'entraînement paye quand même. Mais c'est vrai que j'avais pas mal d'attentes et du coup un peu de frustration tout le début de saison. Et j'ai pas forcément changé grand-chose. Je me suis juste accroché à ce en quoi je croyais depuis le début. Et j'étais persuadé qu'au bout d'un moment, ça allait finir par passer. Et c'est passé, donc tant mieux. Ça a débloqué quelque chose pour le mois de janvier là, qui arrive et qui est un gros mois de janvier pour les slalomers ? Ça enlève un peu de poids sur les épaules, c'est sûr. Mais après débloqué, je te dirai la prochaine course. Mais ouais, c'est de partir libéré directement la première course de l'année et tout, c'est trop bien. Merci. Voilà, Antoine Azoulin. Oui, le petit Mégevant, hein, Philippe de Paris, est toujours très heureux puisqu'il l'a eu, je crois, en scolarité. Oui, donc Il voilà. est toujours très heureux de voir le petit. Enfin, on dit le petit, mais il est tellement grand que du coup, Oui. non, c'est bien. Je crois qu'il explique lui-même. Hein, il a rien changé parce que vous en parlerai un petit peu après quand on aura l'interview de Clément Noël et de Pat Corassin parce que je les ai eus il y a à peu près une demi-heure en visio à Delboden où ils préparent le prochain slalom qui aura lieu dimanche. Donc, on parlera de certaines choses concernant ces athlètes. Et Antoine, pour une fois, moi, je l'avais croisé à Val d'Isère après les entraînements. La difficulté qu'ils avaient, c'est sur ces fameuses neiges. Il y avait Auguste Holnet qui s'était qualifié à Val d'Isère. Tous ses potes étaient toujours un peu entre la qualification et non. Et là, pour le coup, ils rentrent, ils se qualifient, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait une densité énorme sur ce homme de Madonna. Donc le 30e, c'était, je ne sais plus les écarts, mais c'était vraiment très, très infime. Et il se qualifie. Il n'a pas changé grand-chose. Il a simplement essayé de se concentrer. C'est bien. Effectivement, le mois de janvier pour les salomeurs est très intense. Il y aura donc à Boden après-demain. Il y aura après le slalom de Wengen. Il y aura le slalom de Kitzbühel. Et après, il y aura le slalom de Schladming. Donc, vous voyez qu'il y aura 4 slaloms de suite qui vont arriver. C'est la grosse densité du mois de janvier avec des pistes très techniques, très raides. Donc, il fera le bilan, comme il l'a dit. Mais en tout cas, il ressort de Madonna avec un bilan pour lui très positif. Voilà, belle réussite. Bravo à lui, encore à Antoine Azoulin, 16e. On va continuer cette fois-ci. On va bien entendu parler de Paco Rassa. Et oui. Exact. Paco, on va l'écouter. Donc, il finit 3e, mais on va l'écouter. D'accord ? Allez, on l'écoute, Paco Rassa, justement, toujours au micro de la Fédération française de ski. Paco, 2e podium de la saison, partagé avec Clément en plus cette fois-ci. J'imagine que la soirée est plutôt réussie. Ouais, vraiment réussi. Je suis très content de pouvoir commencer l'année comme ça. Ça confirme encore plus le début de saison. Et voilà, moi, ça me fait du bien de remonter sur le podium après Jurgel. Ça me montre que c'était pas un coup de chance. Donc non, je suis très content de le partager avec Clément. Ça a encore une saveur encore plus grande. Je suis vraiment content pour lui. C'est l'un des seuls endroits où il n'avait pas encore gagné. Donc non, c'est que de bonnes choses et c'est une belle soirée pour l'équipe et plus personnellement aussi. Et encore une belle remontée à la deuxième manche. Un peu le même scénario qu'à Jurgel. T'y croyais pas trop, mais on voit que voilà, mentalement c'est solide en deuxième manche. Qu'est-ce qui fait que voilà, sur la deuxième manche Je sais pas, c'est vrai que je me sens mieux en deuxième manche. J'ai toujours un peu ce petit blocage en première de vouloir la mettre en bas. Et avec le slalom aujourd'hui, il faut quand même faire gaffe à pas se faire piéger et prendre trop de retard en première manche. Là, on était encore face à une course qui était hyper serrée. Donc voilà, j'avais tout à faire en deuxième manche. J'ai essayé de pousser un maximum et voilà, c'est vrai que les centièmes ont été de mon côté. Désolé aux collègues qui sont passés un peu derrière, mais non, je suis content que ça tourne dans mon sens et ça confirme le ski qui est produit à l'entraînement. De le faire en course, c'est d'autant plus important, donc c'est cool. Ouais, comme tu le dis, ça confirme
course après course et des résultats solides. Maintenant, tu te projettes sur Adelboden et le mois de janvier qui est chargé pour les slalomers. Ouais, il est chargé et il est beau. Donc, ces 5 courses, c'est un réel bonheur de pouvoir s'exprimer dessus. Donc, de pouvoir commencer le mois comme ça donne un peu de légèreté, de confiance pour la suite. Et voilà, j'essaie de pas trop me projeter, prendre courses les unes après les autres. Et puis, on verra ces 5 courses magnifiques et j'ai juste envie de prendre mon pied sur chacune d'entre elles et de kiffer un max. Merci. Merci à toi. Voilà, avec Paco Rassa, hein, qu'on a pu écouter il y a quelques instants. Assez content de lui. Ah bah, il a raison, troisième. Eh. Je signe tout de suite, Johan, en bas de la page, hein, je vous rassure. Hein. Troisième. Et surtout à Madonna, encore une fois. Un petit rappel, Patou Bianchi, à l'époque, avait battu Tomba sur ces terres à l'époque. Ça avait été un grand événement dans le domaine du ski français. Patrice Bianchi, qui est de Val d'Isère, avait battu Tomba chez lui à la grande époque. Je peux vous dire que ça avait été un grand séisme en Italie à l'époque. Mais bon, revenons à Paco. Moi, je l'ai eu tout à l'heure, j'allais presque dire en direct. Moi, je lui ai posé des questions parce qu'il a expliqué qu'effectivement, il était un peu mieux en deuxième manche qu'il était en première, pour des raisons, on le sait. La première manche, c'est qu'il faut aller vite, mais malgré tout, la faute est vite arrivée chez les slalomers. Hein. On peut faire un intérieur, comme on dit, on peut enfourcher, et c'est souvent le souci des slalomers, d'enfourcher sur une piste assez particulière, puisque Madonna, sur la partie haute, c'est relativement plat, très plat, et ensuite on rentre dans un mur très compliqué avec un dévers avant, une piste assez très particulière, cette piste en Italie. Alors, elle n'était pas très, très gelée, voire même verglacée. C'était une neige abrasive, d'après ce que m'a expliqué aussi Clément Noël. Et moi, je lui ai posé la question comment il s'appelle, à Paco, parce que lui, il a changé depuis l'année dernière. Il est passé de chez Salomon, il est passé chez Ed, et je lui ai dit, mais sincèrement, avec ces neiges artificielles et ces neiges pardon, de culture, excuse-moi, Philippe de Paris, ces neiges de culture et ces neiges un peu plus abrasives. Depuis le début de saison, on a vu que la plupart des skieurs, quelles que soient les équipes, avaient des difficultés de pouvoir skier correctement sur ces neiges très abrasives. C'est-à-dire c'est des neiges qui prennent énormément les skis, or que jusqu'avant, ils avaient des neiges plutôt injectées, très verglacées et très dures. Et ça a posé un certain nombre de problèmes pour l'ensemble des skieurs et au travers des différentes marques. Et je lui dis, mais toi qui es chez Ed, vous avez une armada de mecs. Ed, c'est certainement la société qui a le plus grand nombre de compétiteurs. Justement, à Gorgueul, ils font quand même 1, 2, 3. Ils ont quand même des noms. Et j'ai demandé si pour lui, il y avait une incidence sur son ski par rapport à son propre technicien, mais aussi le fait d'être dans une équipe où il y a une armada de mecs qui sont des avions de chasse, quoi. Il m'a dit, effectivement, ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle, nous, les setups, c'est-à-dire l'ensemble de la préparation du ski avec des affûtages particuliers. Pour les techniciens, c'était en général du 86,05, c'est du 87, voire du 88. C'est-à-dire que c'est les inclinaisons de quart et en même temps la partie plane sous la semelle. Donc, c'est les deux chiffres que l'on a. Et donc, ça a posé, depuis le début de saison, ça a posé un réel problème aux athlètes. Et je pensais que ça avait été le sujet pour Paco. Mais lui, il est dans une grande usine. Un Clément Noël, il est chez Dynastar avec aussi conjointement Rossignol. On sait qu'il y a Loïc Meillard qui est un magnifique slalomeur et géantiste aussi. Mais globalement, avec aussi Steven Amier. Mais en me disant, tiens, tu es dans une grande équipe et est-ce que ça a une incidence pour lui? Et il a confirmé qu'ils ont travaillé, ils continuent à travailler sur ce qu'on appelle ces setups, avec les plaques, avec les fixations, avec un certain nombre de détails comme la Formule 1. En tout cas, pour lui, ça marche. Il se prenait pas trop le fou non plus, contrairement à d'autres, contrairement à un Christopherson, par exemple, qui vraiment va chercher les extrêmes sur le choix du matériel, le choix des skis, le choix des chaussures et à différents sujets. Et lui, ça marche bien. Donc, c'est plutôt bien. C'est excellent pour son mental. Ça évite comme on dit, nous, de se prendre un peu la tête et de se prendre le chou. Donc, il confirme Gorgueul, ce qui est vraiment l'élément important, parce que souvent on dit, ouais, le mec, il claque une course et puis basta. Lui, il confirme et c'est bien pour le mental, en espérant qu'il continue sur les 4 slaloms qui vont arriver pour lui permettre d'être aussi dans les 7 meilleurs mondiaux. Voilà, on le souhaite
de continuer comme ça et de nous régaler également, hein. Ouais. Ah oui, 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 c'est un régal, c'est un régal. Voilà pour Paco Rabanne, sa 3e. Et puis, eh ben oui, on va pas l'oublier quand même. Il a fait même, la presse en a beaucoup parlé, hein. C'est notre cher Clément Noël. Ouais, Clément Noël qui n'avait, Paco l'a mentionné juste avant, il n'avait jamais gagné Madonna. Il était souvent premier à la première manche, mais il n'était jamais arrivé à gagner Madonna. Il en a gagné bien d'autres, hein, je crois qu'il a 16 ou 17 victoires en Coupe du Monde. Il a dépassé le fameux Jean-Noël Augère, hein, qui détenait Mmh. le record français de victoires en slalom. Donc, Clément, il gagne Madonna. On va l'écouter et après, on a beaucoup parlé de setup et tout ensemble tout à l'heure. Allez, après, on va débriefer là-dessus. Allez, on écoute Clément Noël. Clément, première victoire de la saison, podium partagé avec Paco. J'imagine que la journée elle est plutôt réussie. Ouais, la journée elle a été longue mais elle est réussie. On est hyper content. Enfin moi je suis hyper content. Madonna, c'est une piste que j'adore, c'est un endroit que j'adore, c'est une belle ambiance, mais j'avais jamais gagné ici. J'avais eu des hauts et des bas, des désillusions comme des beaux podiums, mais j'avais jamais gagné. Donc voilà, ce soir, c'est une soirée vraiment cool. Je suis content du ski que j'ai montré en deuxième manche. La première manche était hyper serrée, tout était possible, donc je savais qu'il fallait envoyer assez fort. Et donc j'ai réussi à le faire, je suis content. Et surtout de partager le podium avec Paco. Ça montre que l'équipe est en forme. Et en plus, il y a vraiment tout le reste de l'équipe qui performe. Steven, il est tout proche. Antoine, il fait le meilleur résultat de sa carrière. Donc voilà, on va dire que les signaux sont en vert pour le beau mois de janvier qui arrive. La deuxième manche, on a vu que c'était un tracé assez piégeux. Est-ce que tu t'es inspiré de la manche de Paco? Est-ce que tu l'as regardé? Comment tu t'es présenté à la deuxième manche? La deuxième manche, c'était un tracé atypique. Pas forcément ma cam à la base, mais globalement, je l'aimais quand même plutôt bien. Il rentrait bien dans la tête. À la reconnaissance, j'avais bien les enchaînements en tête, donc j'ai pas forcément cherché à trop penser. J'ai eu les infos de Paco aussi qui m'a aidé. Qui m'a donné son feeling à lui. Après, on est tous différents sur les skis, mais je m'en suis inspiré, je m'en suis servi. Et j'ai essayé de skier simple, de skier comme je suis capable de faire, et ça a bien marché. Et le prochain slalom, c'est ce week-end à Adelboden. L'année passée, tu avais gagné. J'imagine que voilà, tu arrives avec la confiance. Comment tu vas te présenter à Adelboden? Ouais, Adelboden, c'est une belle course, c'est une classique de janvier, on a que des belles courses en ce moment. À Madonna, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming, l'enchaînement est magnifique. Donc je suis content de retourner à Adelboden. Voilà, l'année dernière, ça s'était magnifiquement bien passé. On va essayer de continuer sur cette lancée, sur cette belle série avec le podium à Alta Badia, la victoire ici. On va essayer de continuer là-dessus, de skier le mieux possible, de s'envoyer, d'essayer d'aller jouer devant, d'aller chercher les places devant. Ça implique de prendre des risques, mais en tout cas, c'est ce qu'on aime faire, ce que j'aime faire. Et on verra. Merci Clément. Merci. Voilà, et Clément Noël. Marc. Clément Noël, c'est la sérénité absolue. Incroyable ce mec. Oui, Même entre les premières et la deuxième manche. Ouais, c'est vrai, hein. Voilà, victoire donc pour ce slalom. Bien content de lui en plus, victoire. hein, il est... Ouais, sincèrement, quand vous gagnez, en plus, c'est la première victoire de la saison. Il fait les podiums, hein. Il a notamment fait le podium à Alta Badia et du coup, gagner à Madonna sur ce qu'il n'avait pas fait, sur une piste qui lui convient effectivement très bien, sur ce mur très raide. Moi, j'ai discuté avec lui justement sur ces fameux setups et de la façon dont il a appréhendé le début de saison, avec ces fameuses neiges très abrasives et qui tenaient énormément les skis. Et ça a été un souci pour l'ensemble, je le répète, pour l'ensemble des équipes. Et lui, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça a été une forme de recherche et de progression. Comment adapter sa technique avec le matériel qu'on a au pied. Alors, pour vous, ça vous paraît un petit peu étrange de vous dire, mais en fait, c'est comme la Formule 1, c'est comme la moto Grand Prix. C'est-à-dire que vous avez un choix de pneus, vous avez un choix d'amortisseurs, vous avez un certain nombre de choix à faire, bien que vous soyez le meilleur pilote du monde. Et c'est exactement la même chose au niveau du ski. Donc, et depuis le début de saison, c'était quand même des conditions de neige qu'il n'avait rarement rencontrées. Et ça a été une remise en question. Alors, ils ont travaillé. Et du coup, ce qui leur a, à mon avis, permis aussi de prendre un certain recul avec les conditions qu'ils ont retrouvées à Madonna et peut-être à Wengen, et en tout cas, pardon, à Adelboden. J'ai malheureusement pas eu Hans Pired, mon ami, qui est de là-bas et qui était là,
le meilleur préparateur au monde de toutes les pistes, hein, Hans Pirel, qui a été un grand coureur de l'équipe suisse et qui est pour moi le numéro 1 des préparations des pistes, pour savoir quelles étaient les qualités de neige et comment ils avaient préparé cette piste. Mais ils partent là-bas, il y a un bel esprit de groupe. Et tout à l'heure, il expliquait que avant, ils avaient tendance à aller s'entraîner avec les grandes équipes, notamment les Suisses, les Autrichiens, et que là, Steven Amier, Paco, les petits jeunes, Victor, pardon, mais j'oublie aussi Antoine, Auguste, qui sont là, et en fait, ils n'ont pas besoin d'aller s'entraîner avec d'autres équipes pour savoir à quel niveau ils se trouvent. Ça, c'est le côté positif d'une grande équipe. Et là, l'équipe de slalom est énormément dense au niveau français, et c'est plutôt très très positif pour eux dans leur préparation. Maintenant, chaque course amène ces incertitudes, je dirais, en fonction des conditions climatiques et des conditions de neige. Mais évidemment, quand vous rentrez, vous attaquez après la trêve de Noël et que vous attaquez le mois de janvier sur un podium ou sur des bons résultats, en général, c'est quand même ça amène que du positif pour la suite. Voilà, que du positif, on l'espère, et on le suivra, hein, Marc-Lévent Noël, pour les prochaines compétitions. Ouais, j'espère que dans l'histoire, qui va pouvoir nous claquer, on va pratiquement dire la passe de 5, si je ne me trompe pas, puisque là, il y aura Adelboden, Wengen, Kisbull et Schladming. Donc, ce serait aussi historique. Il en est largement capable. Maintenant, il y a du monde au portillon, hein, comme on dit. Il y a quand même des costauds. Il y a les Suisses, il y a les Norvégiens, il y a une densité énorme en slalom. Donc, en plus, lui, il avait quand même gagné Wengen. Il a gagné Adelboden, il a gagné Kisbull. Donc, pour Clément, ce sont des types de pistes qui lui conviennent et que ça puisse entraîner toute notre équipe de jeunes derrière pour faire les meilleurs résultats possibles. Voilà, bon, on suivra tout ça avec vous, Marc, hein, également aussi durant toute cette saison. On va continuer, Marc. Voilà, donc tes interviews sont terminées, mais on va quand même parler avant de retrouver les questions en direct. Hein, n'hésitez pas à le faire, on en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Ah, vous avez droit à chaque fois, hein, Marc, on est obligé maintenant. Hein. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions, pardon, Johan, qui concernent la compétition de Madonna? Non. Pas encore, non. D'accord. Non, pas encore, non. C'est pas encore. Mais il y a quand même des bonnes questions. Je les ai lues en même temps que je vous parlais. Il y a 3-4 questions sont assez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions à le faire, Marc, il répond à tout. Hein. Donc, n'hésitez pas. On va parler d'un sujet, justement, qu'on m'avait transmis. Nos confrères du Figaro, avec le syndicat des moniteurs du ski français, qui sont favorables à la généralisation du casque sur les pistes. Un article qui a été publié par nos amis du Figaro. Vous savez pourquoi je rigole, Johan? Oui, bah oui, on en parlait hors antenne, c'est vrai. Mais on a abordé le sujet depuis déjà l'année dernière avec Philippe de Paris, hein, sur les phénomènes de sécurité. Et on avait eu le sujet il n'y a pas si longtemps que ça, avant Val d'Isère, où j'avais évoqué, je ne comprenais pas pourquoi les professionnels ne portaient pas un casque et qu'il fallait, en dehors de sa sécurité personnelle, après c'est un choix. On m'a souvent parlé de l'espace de liberté. C'est aussi une option à défendre. Et de l'autre côté, c'est l'exemplarité qu'on puisse donner pour nos clients. On a entendu différentes versions et aujourd'hui, je pense que c'est bien qu'il y ait une remise en question par rapport à ce sujet-là qui reste un sujet délicat, je dirais, délicat pour certaines personnes, mais d'une réalité absolue. Pas que chez les moniteurs, et on va presque dire les entraîneurs, mais aussi chez les coureurs, puisqu'on a vu qu'au niveau de la Fédération internationale, la dernière norme date depuis 2013 et qu'il faut évidemment avancer sur sa problématique de sécurité au travers des casques, avec des casques de meilleure qualité, avec tout comme ils l'ont fait pour la moto GP, la moto Grand Prix. Et donc, il faut s'inspirer de ces sports-là pour rendre, pas le 100%, mais en tout cas, oui. Moi, j'ai été largement abordé dans différentes stations sur un certain nombre pour ne pas citer, moniteurs ou entraîneurs qui m'ont mentionné que c'était obsolète, que quand on avait le casque, on n'arrivait pas à entendre ses clients. Ce qui est le paradoxe, c'est que la première personne qui parle à ses clients, c'est quand même le moniteur de ski et que son client a un casque.
Donc, à mon avis, si ça existe dans un sens, ça doit exister dans l'autre. On a évoqué différents sujets. Ça a été pris, ça a été un peu réfléchi parce que apparemment, nous n'avons pas été les seuls, on est bien d'accord, sur la place du village, et que légitimement, je suis très heureux de voir que après réflexion au travers du syndicat des moniteurs, mais pas que du syndicat national des moniteurs de ski, c'est que l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient, puissent avoir conscience de leur propre sécurité, de l'exemplarité, et ça me paraît important et indéniable. Et puis après, la porte est ouverte évidemment à toute discussion. Donc c'est bien finalement que si les syndicats professionnels s'intéressent et sont favorables, finalement ça va peut-être ouvrir les portes. Oui, mais je vous rassure, légitimement, en discutant entre différents pays, différentes nations et de l'évolution du ski et des stations de sport d'hiver, aujourd'hui, si c'est pas concrètement un syndicat sur lequel vous êtes affilié, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver, à mon avis, un peu un système américain, c'est-à-dire que les assurances ne vont pas vous couvrir dans la mesure où voilà, c'est un schéma classique dans le bâtiment, mais dans beaucoup de domaines. Donc, si les choses ne sont pas correctement faites, évidemment que les assurances qui nous couvrent prendront des décisions qui seront de toute façon irréversibles. Ça, qu'on le veuille ou non, au travers de ce grand message, et je me répète, de liberté, de tout ce qu'on veut, ça me paraît essentiel de parler de sécurité, quel que soit. Alors après, il y a des modalités, notamment sur les jardins d'enfants qui sont très fermés, notamment chez nous, les GSF appellent ça les piou-piou, mais d'autres, écoles de ski long. Moi, j'étais dans un endroit où il y avait des débutants, j'en ai vu qui n'avaient toujours pas de casque, et d'autres, comme moi, qui avaient le casque. Donc après, mais c'est bien. C'est une prise de conscience qui me paraît essentielle. Alors, pour le coup aussi, quand on me parle, et j'ai vu des articles où on me parle d'une éthique, de l'esthétique. Moi, j'ai vu avec le froid qu'on avait des gars avec des bonnets, avec des trucs autour de la tête. Sincèrement, ça ressemblait beaucoup plus à un show qu'à réellement un professionnel du ski qui pouvait avoir un casque et que les choses soient cohérentes. Donc, en tout cas, je me félicite de cette évolution. Ça en prend sens et tant mieux. Surtout, encore une fois, pour un problème de sécurité qui me paraît essentiel. Voilà, on suivra ce dossier durant toute cette année 2026 et voilà, on verra si d'ici la fin de l'année, il y aura peut-être du changement. Ouais, mais je crois que les chiffres sont quand même assez éloquents, c'est-à-dire qu'il y a plus de pratiquement 90% de la clientèle qui utilise des casques, et de l'autre côté, le professionnel, quel qu'il soit, est réfractaire pour différentes raisons que je veux bien entendre. Mais encore une fois, le jour où vous aurez pris une tarte, comme on dit dans le jargon, le jour où vous aurez pris une percussion et bien d'autres encore, ce sera à vous d'en avoir l'entière responsabilité. Voilà. On en reparlera dans nos prochaines émissions. Marc, on va retrouver justement nos questions, parce qu'elles commencent de plus en plus à arriver. Êtes-vous prêt, Marc, à 19h46, êtes-vous prêt pour répondre aux questions? Il y en a quand même des intéressantes, franchement. Je suis en train de lire en même temps que je vous écoutais. On va retrouver une question depuis YouTube d'Aspirig. Ne pensez-vous pas qu'il existe aujourd'hui un resserrement global du niveau du matériel, avec toutefois un léger avantage pour la marque ID? Tiens, on en parlait justement juste avant. Oui. Alors là, on parle de compétition. Je pense qu'on parle réellement de compétition. C'est la marque Aide, parce que je vois pas tout sur l'écran. C'est HE, c'est ça? Oui. Alors, Aide qui reste quand même la marque prédominante dans toutes les disciplines. On va appeler ça la descente, le super géant, le géant et le slalom, hommes et femmes confondus. Alors derrière, vous avez la marque Atomique, notamment avec la grande championne Shiffrin. Chez les garçons, vous avez Marco Schwartz. Après, vous avez aussi Rossignol Dynastar avec Clément Noël du côté, on va appeler ça Dynastar, avec Thibaut Fabreau géant. Et du côté de Rossignol, vous avez les Français Steven Amier, Dynastar, pardon, j'oubliais aussi Azolin, le petit Azolin, ainsi que Hugo Desgrippes. Mais de l'autre côté, vous avez chez Rossignol le grand leader
et le leader absolu de chez Rossignol, c'est notre ami suisse Loïc Meillard, mais pas que. Schématiquement, et j'en parlais avec Paco Rassa, l'armada des coureurs de haut niveau, hommes et femmes confondus, c'est sûr que Ed aujourd'hui domine largement. S'il y avait une échelle de marques, ils sont largement devant toutes les autres marques de ski. Mais encore une fois, c'est aussi des budgets, ça coûte de l'argent, il y a des restrictions, il faut arriver à vendre des skis, je dirais grand public pour sponsoriser les athlètes de haut niveau. Après, il y a le grand champion suisse qui est avec une marque Stöckli, pour ne pas le citer, Odermatt, en géant. Il est quand même la grande star géant, super géant et descente. Mais globalement, je pense que depuis le début de saison, Ed sort loin devant tout le monde. Voilà. Pour la réponse pour Inspiring. On va continuer avec une autre question. Marc, les skis, on parle encore de ski. Les skis Dynastar sont-ils exactement les mêmes que les skis Rossignol? Si oui, s'assurer que Clément Noël a de meilleurs skis que Loïc Meillard pour une société française. Très bonne question. Alors, la marque, en fait, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Dynastar, et vous le savez, à Salange, qui fabriquaient leurs propres skis, leurs skis de compétition, mais pas que, notamment la gamme, on va dire, freeride hors piste. Et aujourd'hui, tout est centralisé à Voiron, à côté de Voiron. Et donc, il y a des skis qui sont fabriqués en fait, il y a un consensus de recherche, un développement sur le ski de vitesse, d'accord? C'est-à-dire la descente et le supergéant. Et vous avez aussi une cellule spécifique pour les skis de slalom géant et le ski de slalom spécial. Et les deux travaillent en même temps. Alors après, vous avez ce qu'on appelle des codes différentes. Vous avez des modèles différents, y compris chez Dynastar, tout comme Rossignol. C'est-à-dire qu'un Clément Noël, il a un choix de ski, il a peut-être 3, 4, 5 modèles. Sur la même longueur de ski, il a 3, 4, 5 modèles avec des préparations différentes. Et c'est la même chose pour un Loïc Meillard, qui lui, en plus, fait quasiment toutes les disciplines. Il fait le géant, le slalom, le super géant. Cette année, on l'a pas vu en descente, il me semble pas. Mais encore une fois, ces gens-là, et en fait, si vous voulez, les recherches qui sont faites auprès de ces meilleurs athlètes au monde, ça redescend chronologiquement. C'est-à-dire que si on va dire un chiffre, le modèle 005, ou 007, un James Bond, par exemple, un modèle 007 qui fait l'unanimité auprès de ses meilleurs mondiaux. On dit, là, bien qu'il ait le choix en fonction des qualités de neige et des pistes et des degrés de pente et des tracés, on dit, tiens, pour le modèle Coupe d'Europe ou FIS, on va mettre plus en avant, pour le modèle en dessous, pour les athlètes qui se trouvent en dessous, on va utiliser un modèle sur lequel il y a vraiment une unanimité absolue vis-à-vis de ces meilleurs athlètes du monde. Voilà par rapport à ces deux marques de ski différentes. Bien sûr, qui sont françaises. Il faut quand même bien le souligner, quand même, c'est important. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci un autre sujet. Marc, vous avez connu l'époque des départs inversés limités aux 5 premiers. Vous vous en souvenez? Bien sûr, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très très bien parce que la première fois qu'on a eu, en fait, je m'en souviens très bien, pour faire court, ça devait être décembre 78, si je ne me trompe pas. À Madonna di Campiglio, il y a notre ami suisse, Martial Donnet, qui gagne ce slalom-là. Et c'est la première fois qu'on avait ce qu'on appelait cette règle Bibo. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les 30 inversés. Il y avait les 5 premiers de la première manche qui partaient dans l'ordre inversé, d'accord? C'est-à-dire que le 5e partait 1, le 4, le 3, le 2, le 1. Et ensuite, vous continuez sur les résultats de la première manche. Mais il n'y avait pas les 30. C'est-à-dire que tout le monde prenait le départ de la deuxième manche. Si vous aviez 50 bonhommes, 60 bonhommes, 70 bonhommes, tout le monde prenait le départ de la deuxième manche. Parce qu'avant, on avait des séries inversées, c'est-à-dire que vous aviez de 1 à 15, de 16 à 30, de 31 à 45, d'accord? C'était des séries de 15. Et à la deuxième manche, quel que soit le résultat de la première manche, vous partiez dans l'ordre inversé des séries. C'est-à-dire que le 15 partait 1, jusqu'à 1, le 30 partait 16e, vous avez compris. Donc, il y avait toujours, en fait, à l'époque, cette institution qui était créée par la Fédération internationale,
international, pardon, protégeait énormément ce qu'on appelait les premières séries mondiales. Et l'arrivée de cette fameuse règle Bibo, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était un Norvégien qui s'était dit, on en a marre de protéger ces 15 meilleurs mondiaux, faisons une règle qui s'appelait le tout départ de la règle Bibo, et maintenant, cette règle, elle a évolué, on ne prend que les 30 meilleurs de la première manche, sur lequel on inverse 30, 29, 28, 27, mais il y a aussi une possibilité, en fonction des conditions de neige, de faire les 30 partiront à la deuxième manche, mais on inverse les 15 premiers, et non pas les 30. C'est aussi un règlement international. Mais moi, j'ai eu la chance de faire ça à Madonna en 78, quand comment il s'appelle, Martial Donnet avait gagné. Et pour la petite histoire, Johan, moi, je finis 7e de la première manche en partant 48. Et donc, j'ai eu la chance de partir 7e à la deuxième manche dans des conditions qui étaient bien meilleures, des conditions de terrain qui étaient quand même bien meilleures. Voilà. Et justement, comment jugez-vous l'évolution vers un départ inversé des 30 premiers? Bon, moi, je pense que c'est une bonne décision. Parce qu'en fait, après, on est aussi tributaire de notre propre sport avec les retransmissions de télévision. Et vous l'avez compris, c'est que si vous avez 80, 70 partants à la première manche, mais vous en avez 60 à la deuxième manche, je vous raconte pas les programmes télévisés, avec en plus des conditions atmosphériques qui deviennent très compliquées. Le ski, sport extérieur, vous avez du brouillard, on arrête la course, il y a un problème de remise en état, et là, les retransmissions duraient éternellement, et c'est devenu très compliqué. Et je pense que ça me paraît quelque chose de très intéressant. Par contre, d'avoir un surnombre lors d'une première manche, ça a été une discussion qui a été faite par les Suisses il y a 2 ans à Val d'Isère, d'ailleurs, pour dire, au lieu d'avoir 70 bonhommes qui partent, est-ce qu'on ne limiterait pas le départ en Coupe du Monde et qu'on densifiait un petit peu plus le niveau en dessous qui s'appelle le niveau de la Coupe d'Europe? Mais ça demande évidemment une restructuration du système international pour permettre, je dirais presque à l'élite, et d'avoir une densité absolue comment on appelle ça, d'athlètes, et on rend une retransmission beaucoup plus compacte et moins longue. Voilà. Voilà, par rapport à cette question, hein, très précis. Puis voilà, comment on skiait avant, hein, et dont Marc également qui a pratiqué cette façon de faire à l'envers, on peut dire. Oui. On peut dire ça. On va continuer, Marc, avec Christelle Enrad qui nous suit sur Facebook, sur YouTube. Non, pardon, sur Facebook. Les pronostics sont sympathiques, respect. Il ne faudrait pas mélanger le foot avec le slalom, dit-elle. Avec 3 petits points, hein. Bah, oui, alors je comprends pas l'idée de la question, mais effectivement le slalom reste une discipline. Vous savez, il y a 4 épreuves, hein. Il y a le slalom spécial. Le slalom, c'est le slalom spécial. Vous avez le slalom géant, vous avez le super géant et la descente aujourd'hui. Donc, et puis il y a les épreuves parallèles qui sont très spécifiques. Mais aujourd'hui, il n'est pas question pour nous professionnels du ski de comparer. On va dire le slalom spécial avec du football, c'est clair. Voilà, c'est sûr. On va continuer avec également toujours Christelle, hein, qui nous dit un casque protégé. À quelle vitesse le casque fonctionne? Justement, elle dit que trop de gens se sentent protégés à cause des grâce au casque. Oui, alors ça a été un grand débat justement dans l'évolution, notamment des professionnels et ce qu'on fait en termes de protection. Alors, il semblerait, je dis bien il semblerait, nos amis suisses qui sont une grosse pointure sur la recherche et notamment sur le domaine du Valais, et ils ont fait des recherches sur justement à quel moment réellement l'incidence du casque a une importance. Bon, ils considèrent que à peu près à 40 km/h, il y a un effet réel à partir de 40 km/h, pardon. Alors, on peut se poser la question, et ça a été l'un des débats avec un certain nombre d'experts que je salue bien, d'accord, parce que je n'étais jamais d'accord avec eux, en me disant systématiquement, ouais, on met un casque, les gens qui mettent un casque, ça les incite à aller plus vite. Alors, arrêtez de me prendre pour un imbécile quand vous avez ce genre de débat, ça n'a aucun sens absolu. Parlez avec des gens qui font des recherches, parlez avec notamment ceux qui font de la moto, et vous diront que ça, pour moi, c'est une initiée absolue. Ce n'est pas parce que moi j'ai un casque
que ça va me permettre d'aller plus vite. La notion du casque, c'est une notion de protection si moi je tombe, mais en même temps, dans l'idée d'être protégé en cas de percussion avec quelqu'un d'autre. Donc là, on peut trouver toutes les raisons de ne pas porter de casque. Et quelle peut être l'une des raisons principales, même à 20 km/h, vous tombez aujourd'hui sur des neiges très dures verglacées, et par hasard, vous tombez malencontreusement et la tête heurte la glace, c'est une commotion cérébrale. Vous avez même des gens dans la rue qui portent les skis et qui glissent, vous tombez en arrière et ça tombe derrière. Si vous n'avez pas de casque, eh ben, bonjour. Donc, il y a quand même des éléments. Aujourd'hui, les statistiques, ou en tout cas les études qui ont été faites sur les casques, mais en même temps sur ces fameuses dorsales ou ces airbags, on en avait parlé sur cette dorsale gonflable, ils considèrent, InMotion en fait des études. Il y a une réelle protection à partir de 40 km/h. Et aujourd'hui, autant avant, 40 km/h, ça passait, on a l'impression de passer le mur du son. Aujourd'hui, avec ces pistes aseptisées, ben c'est très facile d'arriver à 40 km/h quand même. Voilà, voilà pour la réponse à Christelle. Et également aussi une autre question. L'essor des réseaux sociaux va-t-il favoriser une réelle expertise du ski ou une confusion des rôles? Ça, c'est une bonne question des temps modernes. Qu'est-ce que vous en pensez, Johan, par rapport à ça? Alors, les réseaux, il y a du bon et du mauvais, pour moi. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, bon, Faut savoir l'utiliser. Voilà, faut savoir l'utiliser. Voilà. On est dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, nous sommes bombardés au niveau des réseaux sociaux et nous sommes bombardés d'informations, bonnes ou mauvaises. Pour le coup, pour répondre à mon ami Jean-Jacques Rey, que je connais par cœur, c'est Inspiring qui, je trouve, c'est son adresse. Et on en parle souvent ensemble, c'est que on voit souvent sur les réseaux sociaux, moi je vois souvent des inepties, mais absolues, sur une méthodologie de technique, sur un positionnement, sur un positionnement de bras, sur un certain, vous savez, les fameux tutos. Je me dis que là, ouais, il y a quand même des mecs qui ont un niveau supérieur, que en tout cas moi je ne valide pas. Je les appelle les experts à Miami. Voilà. Après, ça fait partie de la communication aujourd'hui. Il y a des choses que je valide, évidemment, je vous rassure. Quand je vois du très bon boulot, quand je vois un bon sens de la pédagogie, une bonne technique, je suis le premier heureux de voir qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble, que je vois souvent des inepties. Là, je me dis, waouh, j'ai eu un expert. Là, les gens ont eu un expert d'un autre, vraiment d'un niveau absolu, quoi. Donc là, c'est la face, on va appeler ça ou positive ou négative des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas l'éviter aujourd'hui. Bah non, voilà, vu que tout le monde s'en sert, il y a de tout, et il y a plein de tutos, comme vous dites, il y en a de plus en plus. Des petites vidéos, on explique tout, mais des fois, voilà, c'est pas du tout ce qu'on veut entendre. Hein. Ah oui, non, mais là, en plus, au bout d'un moment, moi, je zappe parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis pas là du tout pour critiquer. Je me dis que s'il y a une connaissance et de raconter un peu tout et n'importe quoi, bah, c'est comme ça. C'est dans tous les domaines, on a le même phénomène. Donc, il y a des gens qui ont besoin de se vendre et qui ont besoin de communiquer. Ceux qui ont, à mon avis, un certain niveau n'ont pas une obligation, en tout cas une nécessité de parler. Donc voilà, après, ce n'est que ma vision personnelle, évidemment, des choses. Johan, vous le savez très bien. Voilà, et oui, hein, alors, consultez plutôt les bonnes plateformes comme la nôtre. Voilà, moi, là, c'est de l'officiel. Non, 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 non. Non, non, soyons très humbles et avec beaucoup d'humilité. Mais encore une fois, j'entends beaucoup plus de choses incroyables, des âneries, et j'irai pas au-delà de ça. Et à chaque fois, quand je vois du très bon boulot, vraiment, je me dis, ouais, les mecs sont très bons et bravo, c'est génial de voir qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir une connaissance absolue et non pas de répéter un peu, je dirais presque bêtement, hein, c'est pas péjoratif du tout, mais ce que les gens ont, il y a une théorie, ouais, très bien. Bon, la théorie, vous savez quoi, Johan, moi je m'assois assez rapidement dessus, mais d'avoir une connaissance, une vision des choses, ça, c'est de l'expérience, c'est la remise en question,
Et à Mmh. chaque fois, on en parle, hein. Rappelez-vous, Johan, c'est aussi un Mmh. cursus de formation pour se rendre meilleur soi-même. Voilà, c'est très important. Merci pour cette réponse vraiment très claire, hein, sur, ce sujet. On va continuer. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même, hein, voilà. On en parle, assez souvent des réseaux sociaux dans toutes les formes et voilà, on aime bien justement avoir l'avis également, d'une personne comme vous. On va continuer avec Pierre. Pourquoi disqualifier un skieur qui enfourche le piquet extérieur? Dis donc, ça, c'est une bonne question. Pierre. Alors Pierre, il essaie alors mon ami, Pierre Houillonnet, qu'on connaît, hein, que je Ouais. salue à Tignes, et il essaye de me piéger avec différentes questions. Je le remercie. Alors non, c'est qu'en fait, je vous ai expliqué, c'est que j'essaye de vous faire un schéma et il me surprend. Là, c'est ce qu'on appelle une horizontale. Vous pouvez avoir un piquet intérieur et un piquet extérieur. Sur une verticale, il y a un piquet qui est en haut et un piquet qui est en bas. Et en général, le piquet extérieur, c'est celui qui se trouve le plus à l'extérieur de votre courbe. D'accord? Si Mmh, vous faites une mmh. courbe vers la gauche, c'est le piqué qui sera sur votre droite. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, à l'origine, les formes de tracé, qu'elles soient en somme spéciale ou en somme géant, voire même en descente, vous aviez toujours deux piquets pour délimiter une porte, autant horizontale que verticale. Et depuis un certain nombre d'années, les tracés, il n'y a pas une obligation d'avoir un piquet extérieur. En tout cas, sur des horizontales, où ça ne dépend pas non plus que de l'horizontale, ça dépend aussi de la forme de tracé et la possibilité de tracer. Et en fait, c'est un espace qu'on va appeler ça vertical, horizontal ou vertical, où vous ne pouvez pas, globalement, vous devez être au milieu des deux. Et si ben, vous chevauchez cette porte, eh ben, vous êtes légitimement disqualifié. Qu'elle soit Mmh. d'ailleurs extérieure ou intérieure, hein, c'est la même chose. Ah, les 2. C'est parce qu'en fait, vous délimitez un espace dans lequel il faut être au milieu. Si j'enfourche celle-là, bah, je suis disqualifié. Et si j'enfourche l'extérieur, je suis aussi disqualifié. C'est un règlement international et même français on va dire, de compétition. Voilà, voilà pour la réponse à la question de Pierre, qui nous pose toujours des bonnes questions, Pierre, hein. Voilà, en plus, c'était la dernière question, Marc, ce soir en direct. Il n'y en a plus pour aujourd'hui. On va quand même parler du week-end, de ce week-end. Bah oui, bah c'est demain le week-end. Bah oui. Qu'est-ce qui va se Oui, passer? c'est dit. Hmm. Oh, il y a Zhao Kenze, si je ne me trompe pas, parce que c'est en Autriche. Les filles reprennent la vitesse avec une Mhm. descente demain, si je ne me trompe pas, et un super géant dimanche. Donc, il y a le retour de Corinne Sutter, notre amie suisse qui s'était blessée lors de la première compétition, qui fait son grand retour, qui de Mhm. mémoire a été championne du monde, si je ne me trompe pas, Mhm. euh, qui fait son retour. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on attend Roman Miradoli, Laura Gaucher, Camille Cerruti, on espère qu'ils puissent être sur le podium, voire dans les 5 ou dans les 10, côté féminin. Et les garçons, alors, sont dans cette magnifique station qui s'appelle Adelboden, en Suisse. C'était à l'origine la Mecque du géant. C'est vraiment Mhm. une piste absolument fabuleuse de slalom géant. Pour la petite histoire, Jean-Noël Légère avait gagné sa première Coupe du Monde, il me semble, en 68 ou 67, en géant. Mais Adelboden ne s'était pas arrêté là et a décidé de faire un slalom spécial qui devient maintenant une grande classique. Et Mhm. Adelboden, c'est un petit village avec toutes ses cloches, avec vraiment, c'est un monde, Vraiment. comme chez nous, c'est un monde de Typique. fermiers, de Ouais. paysans. Et alors, de mémoire, je crois qu'il y a à peu près 25 000, 30 personnes. C'est un truc de fou. Adelboden, l'ambiance, je pense, du géant d'Adelboden, c'est unique au monde. Le géant Ah ouais. d'Adelboden, c'est, à mon avis, c'est le plus beau géant du monde avec la forme de piste qu'il y a et surtout ce public qui est toujours omniprésent et qui est surtout, les Suisses sont comme les Autrichiens, ils ont une connaissance parfaite et il y a un respect absolu de toutes les équipes et de tous les champions. Ça, c'est aussi une connotation Mhm. très importante dans le monde du sport où on est évidemment tous des rivaux, on est concurrents, on est des adversaires, mais il y a une forme de respect de la part du grand public et de ses amateurs et ses professionnels de ski. Adelboden, ça reste vraiment encore une fois en géant, parce qu'en slalom, on a Mhm. Schladming où il y a 60 000 personnes, mais Adelboden fait partie depuis historiquement d'une grande classique. Donc il y aura samedi, donc demain le géant, et après-demain, ça homme spécial. À la télévision, sûrement. À la télévision, toujours pareil chez nos amis d'Eurosport. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir Eurosport, bah, pourraient découvrir justement également ce très bel endroit.
Ouais, très très bel endroit, c'est magnifique. Moi j'ai eu la chance de courir quelques fois le slalom géant, parce qu'à l'époque le slalom spécial n'existait pas là-bas. Mais c'était vraiment quand on arrivait à Delboden, on sait qu'on était dans la cour des grands, que c'était un géant très exigeant. Alors après il y a eu Alta Badia qui est arrivé, mais cette piste, en fait, la particularité de cette piste, c'est qu'il y a énormément ce qu'on appelle de mouvements de terrain. Il y a un mur très raide sur 4-5 portes. Il y a vraiment une ambiance particulière à Adelboden par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Et c'est encore une fois, regardez ça parce que les meilleurs géantistes du monde seront là. Alors nous, on aura Thibaut Fabreau, Léo Angno, de mémoire Pinturo, j'en oublie quelques-uns, Vital, Canafirina, Gerlin Favre. Je pense que c'est à peu près les Français ce qu'on aura, nous aussi. On s'attend à un grand spectacle. J'espère que la météo sera bonne. Un grand spectacle sur cette magnifique piste et cette station d'Adelboden. Voilà, et puis on en reparlera mardi dans 19h Sport avec Marc. On retrouvera mardi, on fera justement un débrief de ce week-end de la glisse, Marc. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Puis alors je sais que le biathlon, ils sont à Oberhof. Hier, il y a Julia Simon pardon, qui a fait un podium. Moi, j'adore suivre le biathlon. Et puis j'ai un ami, Jean-Paul Jacquino, vous le savez, le responsable du tir pour les féminines. Donc je suis aussi de près cette discipline magnifique. Donc oui, il y a un week-end sport là très dense. Bien chargé, bien chargé. On en reparlera mardi, Marc. Voilà, on retrouvera, vous nous débrieferez tout ça de ce week-end. Merci beaucoup, Marc. Bonne soirée. Bonne soirée, Johan. Vous faites la bise au chat, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir. Non, il est calme. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour ce débrief. Le 19h Sport, je vous rappelle, on retrouve Marc très régulièrement dans le 19h. Puis je vous rappelle que cette rubrique, 19h Sport, est à retrouver dès demain en replay sur YouTube, sur Facebook, également aussi sur TikTok également. On peut revoir cette émission. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Bonne soirée, bon week-end, bonne glisse, et puis on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Merci, Johan. Bonne soirée à tous. Voilà. Bon week-end. Merci beaucoup, Marc. Bon week-end. Voilà, merci. Depuis Megève, Marc Garcia, pour le 19h Sport. Voilà pour cette rubrique en cette journée de ce vendredi. Voilà pour le 19h Sport, le grand direct de la place du village. On retrouvera Marc Garcia la semaine prochaine, mardi, à 19h20. Allez, tout de suite, on va faire un point sur vos prévisions de la météo après une semaine très agitée avec pas mal de neige, de pluie, de froid, de redoux. Ça a été très compliqué cette semaine sur les routes. On en parle tout de suite pour ce week-end. Allez, quelle météo pour ce week-end? Regardez ces images faites par Thomas Piodella du côté de Chamonix-Valorcine. Et oui, en plein travail, nos déneigeuses qui travaillent pas mal en ce moment. Ils ont eu pas mal de boulot. Et c'est vrai, voilà, pour cette façon de déneiger, toujours assez surprenant dans nos montagnes. Alors, quel temps pour ce week-end? Pour ce samedi 10, ce dimanche 11 janvier, la neige fera de nouveau son retour jusqu'en plaine. Il risque d'avoir de la neige sur Annecy, Chamonix-Mont-Blanc également, aussi bien entendu en altitude du côté de Thon-les-Bains. Également la pluie-neige également qui sera au rendez-vous du côté de Rumilly, d'Annemasse, de la belle neige également du côté de Samoin entre moins 3 et 2 degrés, entre moins 4 et 1 degré avec également de la belle poudreuse pour Megève. Également aussi, la poudreuse fera son retour en altitude, notamment dans les Aravis, à la Clusaz et au Grand Bornand. Quelques averses de pluie également quand même du côté de Bonneville.
Ville, c'est en Haute-Savoie. On continue nos prévisions de la météo. Regardez, le temps sera pas bien beau ce week-end. Pas mal de pluie attendue sur Cluse, neige-pluie sur Seyssel également. Attention, vous risquez d'avoir quelques chutes de neige sur Seyssel également aussi. La neige sera bien présente du côté de Boège. Du côté de la Savoie pour ce week-end, regardez, ça sera entre pluie et soleil sur Aix-les-Bains, jusqu'à 4 degrés, 2 degrés parmi les maximales sur Chambéry avec quelques rayons de soleil. Temps très compliqué sur Albertville, du soleil, de la pluie, également aussi de la neige entre 0 et 3 degrés. Du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, également risque de chute de neige avec des éclaircies pour dimanche entre -1 et 3 degrés. Pour ce week-end également à Moutier, de la pluie, de la neige, du soleil, et oui c'est ça en ce moment, entre -1 et 0 degrés, entre -14 et -9 degrés du côté de Tignes avec de la neige et du soleil. Et puis on termine par Modane, Ugine et pour Saint-Maurice également entre nuages, soleil et de la neige pour ce week-end de -8 à -2 degrés du côté de Modane. Demain, on sera le samedi 10 janvier. Nous fêterons les Guillaume ainsi que les Billy, les Guillemettes, les William et les Willy. Bonne fête à vous tous. Le soleil se lèvera à 8h41 pour se coucher à 17h14. Ça, c'est une bonne nouvelle. On gagne 2 minutes d'ensoleillement. Mieux vaut chien enragé que chaud soleil en janvier. Justement, du temps à la Saint-Guillaume. Peu de blé, beaucoup de chaleur. Voilà pour ces prévisions de la météo, bien entendu, à retrouver tous les soirs dans le 19h en direct et également aussi en replay sur les plateformes de la Place du Village. Bon week-end à vous tous et soyez prudents sur les routes. Madame, Monsieur, bonjour. Voilà pour ces prévisions de la météo. Soyez prudents donc durant ce week-end avec le retour d'un temps encore bien perturbé. Voilà, c'est la fin de cette émission, dernière émission de cette semaine du 19h de la Place du Village. 20h14 si vous nous suivez en direct en ce vendredi 9 janvier 2026. Toutes les émissions du 19h, bien entendu, vous pouvez donc les retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent avoir la